aller dans le cœur du sujet, Cora, je voudrais juste en introduction, parce que ça arrive souvent, puis moi, je suis surprise à chaque fois quand je rencontre quelqu'un, puis on me dit « Ah non, je connais pas l'histoire de Cora Tsouflidou, moi. » Oui, c'est vrai, ça arrive. Pas vrai. J'ai l'impression que c'est tellement connu. Mais moi aussi, puis moi, je te connais tellement bien que j'ai l'impression que tout le monde te connaît. Donc, est-ce qu'on peut dresser un portrait en quelques minutes là, de toi? Premièrement, l'histoire de Cora, du succès Cora, dans le fond, c'est une histoire de survie. L'histoire d'une maman qui se retrouve à, je pense que j'avais 35 ans, avec 3 ados, qui vient de divorcer, pas de pension alimentaire, pas d'argent, puis même pas de métier. Alors, je réussis à vendre la maison familiale et avec, je l'oublierai jamais, 20 000 $ entre la différence entre l'hypothèque et le prix que je reçois de vente. J'achète un petit casse-croûte désaffecté à Ville-Saint-Laurent, sur l'île de Montréal, et je retape ça avec mes enfants, on peinture. Puis on commence à faire qu'est-ce qui se faisait dans les casse-croûtes en 87. Un petit déjeuner précaire, des hot dogs, des hamburgers, des hot chicken, puis un petit repas cuisiné le midi. Heureusement, très rapidement, je m'aperçois que le temps le plus occupé, c'est le déjeuner. Alors, je dis à mes enfants, ça n'a pas de bon sens. Je suis pas capable de faire des patates frites, je me brûle. Je coupe pas les clubs sandwich droits. Pourquoi qu'on ferait pas rien que des déjeuners? Puis au lieu de servir 2 œufs bacon, 2 œufs jambon, 2 œufs saucisses, je pourrais faire des vraies crêpes comme ma mère en faisait en Gaspésie. Je pourrais ajouter des fruits. Mais il semble que je pourrais faire quelque chose bien mieux que ce qui se fait un peu partout. Comme ça qu'on a commencé cette aventure de plaire aux clients en réalisant leurs rêves de qu'est-ce qu'ils aimeraient manger pour déjeuner. J'aime ça le dire et le redire à chaque fois parce que des fois, on m'accorde tout le mérite de la réinvention du déjeuner, mais dans le fond, c'est les désirs de mes clients qui m'ont été suggérés et que j'ai exécutés. C'est ça, Cora Déjeuner. Alors ça, c'est Cora Déjeuner. Et Cora Tsouflidou, elle, avant 35 ans, elle vient d'où, Cora? Qu'est-ce qu'elle faisait? Cora est née en Gaspésie, élevée dans la mentalité qu'on n'était pas faite pour révolutionner la planète, puis qu'on était surtout faite pour un petit pain. Je remercie le bon Dieu à tous les jours de m'avoir fait faire des toasts avec ce petit pain-là, parce que j'ai fait mon cours classique en insistant auprès de mes parents, parce que je voulais être écrivain, parce que j'aimais écrire, puis que je savais qu'on allait avoir de la misère à gagner sa vie comme écrivain, donc je voulais être enseignante. Et voilà que je rencontre un beau profil grec qui me fait 3 enfants et qui retourne dans sa mythologie. Et c'est là que je suis obligée de prendre ma destinée en main, avec 3 ados sur les bras, et que j'ouvre ce premier petit restaurant Cora. Alors, c'est l'état de survie dont tu parlais tantôt. Oui. Cora, toi qui es si passionnée des mots, quelle est ta définition de la confiance? Aujourd'hui, pour moi, la confiance, ça a l'air drôle à dire parce que autant j'ai été élevée dans la religion catholique avec un Dieu vengeur puis punisseur, puis qu'il fallait pas faire ci, puis fallait pas faire ça, puis il y avait des péchés partout. Ça aussi, ça a été une grosse préoccupation dans ma vie. Mais j'ai finalement découvert que Dieu, mon Dieu, le bon Dieu, c'était un Père qui nous aimait de façon inconditionnelle. Alors aujourd'hui, je suis totalement convaincue que avoir confiance en moi, c'est avoir confiance en cette parcelle de mon papa divin qui est en moi et d'être parfaitement convaincue que la vie est parfaite, que tout est bien, que je suis à la bonne place, à la bonne heure, et que je n'ai rien à vouloir être plus que ce que je suis. Et ça, c'est quelque chose comme confiance. Je comprends. Ça m'empêche pas de travailler parce que tu peux travailler sur un contrat, mais t'as aucun stress parce que s'il doit arriver, il arrive, et s'il n'arrive pas, t'es convaincu qu'il ne devait pas arriver. Et ça, c'est infini comme feeling. Je sais que ça t'a pas toujours habité parce que j'ai lu tes livres, entre autres, Entre le soleil et moi. Tu parles justement de ce lien-là avec le monde de l'invisible, avec ton Dieu, avec ta voix intérieure que tu appelles la providence. Comment ça s'est installé? Comme là, c'est installé, mais comment c'est arrivé? Ben, je peux pas dire que ça l'arrive comme un paquet que tu as commandé chez Eaton tout un jour, paf,
je l'ai. Ouais. Je pense que c'est un long cheminement parce que, à cause justement de l'éducation religieuse arriérée que j'ai reçue des religieuses, justement, puis après ça des curés, j'avais l'impression que Dieu, premièrement, que Dieu nous punissait, que c'était pas tout le monde qui rentrait dans le paradis, puis qu'il fallait souffrir. Donc, j'étais à la bonne place, divorcée, 3 ados, à travailler presque 15 heures par jour. Mais tranquillement, j'ai découvert que la paix était pas proportionnelle à la misère. Parce que j'ai toujours lu des livres que j'appelais, entre parenthèses, de cheminement, mais j'ai commencé à découvrir que la spiritualité, c'était pas la religion. Puis je dois dire qu'il y a des livres qui ont été des phares, et entre autres, moi, un qui m'a extrêmement marqué, c'est Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsch. C'est lui qui m'a fait découvrir le Dieu Père qui nous aime inconditionnellement. Et c'est lui qui m'a fait découvrir aussi dans ces conversations qu'il n'y avait pas de manque dans la vie, que tout était suffisamment. Et tranquillement, c'est comme si j'ai commencé à avoir, j'appelle ça aujourd'hui, mais je savais pas dans ce temps-là, mais des moments de grâce, de soudainement me sentir très bien dans une journée terrible. Je me souviens, en plein line-up, le restaurant est plein, je suis dans le jus par-dessus la tête, j'ai peut-être 30 plats devant moi de commander que je dois exécuter, et de soudainement me sentir entièrement à la hauteur. J'en ai parlé dans mes livres, c'est comme si la Providence me tenait le bras, la Providence tient la spatule avec moi. Elle m'aide à tourner les œufs, à ressentir une espèce de pouvoir qui est pas mon pouvoir, mais qui est quelque chose de plus grandiose que moi. Et à avoir et c'est pas venu que maintenant, c'est là tout le temps, mais j'ai eu des gestes comme ça. Et j'ai commencé à penser que plus j'y croyais, plus ça advenait. Oui, puis ça, je trouve ça intéressant, Cora, tout ton lien aussi avec la créativité, avec l'imagination, comme si... Et j'ai découvert justement que cette créativité-là, que cette imagination débordante, ça aussi, quand je me suis connectée à Dieu, j'ai aussi commencé à complètement comprendre que j'étais bien inspirée. Et ça, je pense que ça a été extraordinairement utile dans mon cheminement parce que je me suis mis à avoir confiance, à attendre. J'ai découvert que dans la vie, même moi, avant, tout le monde, il arrive quelque chose de dramatique, on prie. Le lendemain, c'est réglé, on continue d'en vaquer. J'ai appris à demander et d'attendre et d'être à l'écoute des messages, des synchronicités, des hasards. Envoie-moi un signe qui m'indique la solution ou qui m'indique la décision à prendre. Une demi-heure avant que je te parle, j'étais avec des gens qui me présentaient un projet immobilier qui a l'air intéressant. Et je leur ai dit, laissez-moi dormir dessus. Je veux un signe pour dire oui ou non. Comprends? Et je suis tellement convaincue qu'il va venir, ce signe, qu'il vient toujours. Puis j'imagine que c'est ça qui donne confiance aussi. Dans le livre, je lisais des histoires comme par exemple celle de Nicolas qui disait il y a plusieurs années, je rêve d'avoir un avion puis de partir d'un Cora à l'autre. Je l'encourageais, pauvre enfant, avec toutes sortes d'histoires et entre autres, je disais, travaillons fort, Nicolas. Un jour, tu vas prendre l'avion pour aller visiter nos succursales. J'avais aucune idée que je ferais plus que 3 restaurants. Mais comme tout est branché, ma providence, mon avenir me parlait. Je crois à ça maintenant, fermement. Qu'est-ce que tu penses? Parce que j'entends déjà des gens dire « Ah, la pensée magique, sont toutes dans la pensée magique. Ça marche pas, ces affaires-là. » C'est quoi l'équilibre entre, justement, se brancher au monde de l'invisible, à l'univers, d'être connecté, là, puis de penser que tout va arriver si on fait rien? C'est quoi? Moi, je pense que c'est pas une question de... comment est-ce que je dirais ça?
Dieu merci, je suis pas dans la business d'être un gourou puis d'aller propager la bonne parole puis mes illuminations. Ma relation avec Dieu ou avec la spiritualité est quelque chose de tous les jours. Je suis en relation avec Dieu comme je suis en relation avec mon fils, avec ma fille. C'est une conversation maintenant continuelle. Donc, c'est pas fracassant, c'est pas déséquilibré, c'est pas, comment je dirais ça? Probablement que pour le commun des mortels, c'est même pas visible à l'œil nu. C'est quelque chose qui est dans ma tête. C'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je comprends que les multiples pensées qui se promènent dans ma tête puis qui essaient de m'étourdir, c'est simplement des oiseaux qui passent dans le ciel. C'est pas l'important. Ouais. L'important, c'est la conviction que j'ai d'être à la bonne place au bon moment. Est-ce que tu fais des rituels ou si c'est juste pas... Okay. J'ai pas rien changé. C'est même pas une religion, c'est pas une tradition, c'est pas un culte et c'est même pas un rituel en ce qui me concerne. J'ai pas rentré... Je suis pas un moine moderne. J'appelle Eckhart Tolle mon prophète moderne. Encore hier, je lisais... Le calme intérieur de lui, j'ai passé en travers du livre hier soir, chez moi, avec la musique classique, devant le foyer, j'étais aux anges. Alors, voyez, c'est pas l'obligation d'aller à telle conférence, suivre tel gourou ou aller... C'est quelque chose qui est là. Et pourquoi j'ai lu son livre Le calme intérieur? Parce que je venais de finir un livre et que c'était l'autre qui était sur la pile. Et moi, si tu me demandes, je crois que c'est exactement ce que j'avais besoin hier soir pour passer une belle soirée. C'est ça. Intéressant. Cora, si on recule en arrière, est-ce que quand tu étais tout petite, est-ce que tu te rappelles si tu avais tendance à avoir beaucoup confiance en toi? T'étais-tu une petite fille qui avait... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est ça que je dis. Mes parents avaient beaucoup de difficultés dans leur relation maritale et nous, ma mère avait de l'eczéma. La vie était difficile. Mon père était très gros. Il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas. Et j'étais plutôt la petite fille retirée qui écrivait ses poèmes, qui les cachait même. Mon confident, c'était l'écriture. Et cependant, quand j'ai commencé mon cours classique, parce que j'ai bûché pour le faire, j'ai convaincu mes parents, et quand j'ai commencé mon cours classique, à un moment donné, j'ai été élue présidente de classe. Et ça m'a fait découvrir, je pense que il y avait un certain charisme à l'intérieur de moi, un certain leadership, un certain qui était là, indéniable. Alors, j'ai été présidente de classe presque toutes les années de mon cours classique. Le mariage a été un coup de poing dans le ventre bien raide pour m'affaiblir. Seulement, après le départ du mari, c'est comme une renaissance et me voici avec un leadership certain, un motif gros comme le ciel parce que survivre, réussir à nourrir mes enfants, m'en sortir et une inspiration que je peux juste qualifier de divine. Ça m'a pas pris de temps à m'apercevoir que la providence était avec moi. Si tu as été présidente de classe, j'imagine c'est parce que tes amis dans la classe avaient confiance en toi. Oui. Puis dans ton livre, c'est quelque chose qui revenait souvent aussi, que toi, tu as confiance en les autres, beaucoup en tes fournisseurs, en tes employés, en tes enfants. Tu as confiance en la vie, tu as confiance en toi. Ben moi, j'ai confiance maintenant en la divinité qui est en moi et dont je suis certaine qu'elle est là. C'est en ça que j'ai confiance. Parce que si on enlève la divinité de moi, je suis un paquet d'os et de viande. On le sait, ça. Alors, j'ai confiance en ce qui m'habite. Oui, j'ai confiance. Et c'est sûr que mon cheminement d'affaires maintenant, j'ai la conviction d'avoir appris ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut maîtriser pour réussir. Alors, tout perdre, je pourrais aller recommencer ailleurs et appliquer la discipline, le travail, le courage, la persévérance, jamais lâcher et prier. Et je suis certaine
que je réussirai. C'est ce qui est intéressant, Cora, parce que là, tu me dis, si je perds tout, t'as pas l'impression de perdre la confiance, tandis que quand, par exemple, ton ex-mari est parti, ça a eu un impact au niveau de ta confiance. Qu'est-ce qui fait qu'on perd confiance? Ben, quand on place sur sa confiance sur des choses périssables, on finit toujours par les perdre. Ma confiance est basée sur quelque chose de divin. Alors, je ne peux plus sur mon essence, je ne peux pas la perdre. Et elle ne va pas mourir avec ce corps qui va finir par être tellement usé qu'il ne pourra plus fonctionner. Et ça, c'est une autre chose extraordinaire. Avant, l'âge, je voyais l'âge. Je voyais des jeunes filles et je les trouvais tellement contentes, tellement chanceuses d'avoir toute la vie devant elles. Et depuis que j'ai vraiment compris le jeu de la vie, qu'on pourrait l'appeler, je suis entièrement convaincue que la mort n'est qu'un passage. La mort, c'est comme quand on entre dans une pièce en hiver, on enlève son manteau, on l'accroche sur le clou. Et j'ai complètement... Je sais maintenant que la mort, c'est comme si je partais quelque part, j'enlève mon corps, je le mets sur le clou et j'entre dans l'éternité qui ne meurt pas. Alors... je suis inscrite maintenant à un gros cours d'administration, probablement pour gérer les entreprises du ciel, je ne sais pas. Mais en tout autre temps, j'aurais pensé que je suis beaucoup trop vieille pour faire cela. J'ai commencé des cours de peinture et je sais que je vais faire beaucoup de peinture et ça n'est pas inutile puisque mon essence ne meurt jamais maintenant. C'est merveilleux. Comment tu penses qu'on peut faire pour enseigner ou transmettre cette confiance-là aux enfants pour que eux aussi puissent avoir confiance en eux? Il faut leur expliquer d'où ils viennent. Il faut expliquer comment ça se fait. Il faut expliquer que les enfants sont d'abord des idées, des divinités qui nous regardent aller et qui même décident quels parents ils vont utiliser pour venir ici faire l'expérience de la vie humaine. Il faut leur dire que on est des extraterrestres qui étions jadis dans un paradis et que on a décidé de venir sur cette terre faire l'expérience d'être des êtres humains. Et cette expérience n'est pas inutile. Elle est pleine de découvertes. Et c'est comme si notre Père Céleste, pour s'amuser, pour nous faire, comme on organise des petits jeux pour nos enfants, il nous avait dit, allez, il nous avait perdus dans cette forêt et retrouvez votre chemin. C'est ça le jeu de la vie. Retrouver notre chemin. Mais si le chemin était droit puis on avait juste à foncer, ça serait trop facile. Tout le monde trouverait ça plate. Alors, on a chacun nos embûches. On a chacun nos embûches. Il y en a qui veulent être très riches et sont dans une pauvreté affreuse. Il y a des gens qui ont des dépendances. Il y a des gens qui ont des mariages malheureux comme moi. Il y en a d'autres qui ont... On a tous notre chemin de Damas pour retrouver notre maison. C'est ça que je crois. Alors, en parlant des enfants, en fait, j'aimerais, Cora, que tu nous parles un peu de la Fondation Cora, parce que l'idée t'est venue, en fait, ça a commencé avec ton premier petit-fils. Premier restaurant. À la naissance de mon premier petit-fils, j'ai eu le réflexe de prendre un petit montant, je pense que c'était 6 $ parce qu'il avait c'est 6 ou 7 $ parce qu'il pesait 6 livres, et de le mettre dans une enveloppe à tous les jours pour lui. C'est 6 $, oui. Et là, quand on a fait un deuxième restaurant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais 2 fois 6 $? Et j'ai dit, oui, pourquoi pas? 2 fois 6 $. Et je pense que c'est au 3e ou au 4e restaurant que j'ai dû ouvrir l'enveloppe pour faire l'acquisition du 4e restaurant. Oui. Alors, j'ai commencé à écrire dans un calepin à chaque mois à combien d'argent que ça équivalait. Probablement que je devais commencer à avoir une certaine confiance en moi. Et je me suis dit qu'un jour... Et un jour, je pense, quand nous sommes devenus franchiseurs, j'ai expliqué cette histoire à mes franchisés et je leur ai dit que mon petit-fils, ce premier petit-fils-là, maintenant j'avais l'assurance que j'allais être capable d'en prendre soin. Cependant,
pourquoi ne metterions-nous pas de l'argent de côté pour tous les petits-enfants nécessiteux? Et nous avons décidé de fonder officiellement ce qu'on appelle la Fondation Cora, qui vient en aide aux jeunes enfants qui n'ont pas l'aisance d'avoir déjeuné le matin avant de se rendre en classe. Et on travaille beaucoup à travers le Club des petits déjeuners au Québec et à travers le Canada. Et chaque année, on a des activités levées de fonds à cet effet. Et c'est ainsi qu'on ramasse des sommes d'argent. Et je suis contente de faire ça parce que les enfants, c'est l'avenir. Et je pense qu'on doit donner une chance égale aux jeunes. Est-ce que tu as confiance en l'avenir, toi, Cora? Beaucoup confiance. Je pense même à renaître sous autre chose. Parce que maintenant, tu m'aurais demandé il y a 15, 20 ans, justement, mes débuts quand j'étais dans la souffrance et tout ça, si ça peut finir. J'ai hâte que ça finisse. Et là, je commence à rêver en quoi je vais me réincarner. Parce que peut-être qu'il paraît, il y a des gens qui disent qu'on a plusieurs vies. Même, je suis allée voir quelqu'un qui parlait de ça et il m'a dit que moi, j'étais dans ma dernière. Mais je pense que je vais demander l'opportunité de revenir, encore faire une expérience, encore prétendre que je me suis perdue. Cora, tu es une femme tellement colorée. J'aime ça parler avec toi. Merci. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir.